dans la séance précédente, nous nous sommes intéressés tout simplement à la force magnétique, à son expression, ses caractéristiques, et on a regardé l'aspect énergétique. Maintenant, nous allons étudier tout simplement, nous allons nous intéresser à l'étude du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique, tout simplement. Mais nous allons prendre le cas où la vitesse d'entrée V0 est perpendiculaire à AB. Supposons que nous avons l'axe ici. L'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et l'axe des côtes. Avec les vecteurs unitaires, nous avons ici le vecteur unitaire I, le vecteur unitaire J et le vecteur unitaire K. Supposons que la particule est entrée avec une vitesse V0. Nous avons ici la vitesse d'entrée V0, mais que V0 soit perpendiculaire à B et que B soit porté tout simplement par l'axe des côtes. Comme B est porté par l'axe des côtes, nous pouvons écrire tout simplement que B égale, on peut mettre que B égale BZ fois le vecteur unitaire K. Nous, on va faire l'étude tout simplement dans cette situation. Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser à l'accélération. Premièrement, l'accélération. Comme système. Donc, on précise ce qu'on est en train d'étudier, c'est la particule chargée. Le référentiel, on prend le référentiel terrestre qui est supposé galiléen. Le bilan des forces extérieures, on a ici F qui est la force magnétique, force de Lorentz. La force magnétique. On applique le théorème du centre d'inertie. On aura donc somme des forces extérieures égale FA, donc on aura F égale M fois A. Or F c'était quoi? F c'est Q V vectoriel B. Donc on tire MA égale Q V vectoriel B. Et à partir de là, on peut tirer tout simplement que l'accélération A égale Q sur M V vectoriel B. Voici l'expression de l'accélération. Alors, avec ce résultat, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, on peut dire que A, quand on écrit ceci, donc on a le produit vectoriel V vectoriel B qui nous donne A, donc A est perpendiculaire à quoi? À V. Et on aura aussi A est perpendiculaire à quoi? À B. Rappelez-vous de ce qu'on avait dit du produit vectoriel. V vectoriel B nous donne A. Donc ça veut dire que A est perpendiculaire à V et A est à la fois perpendiculaire à B. Donc A est perpendiculaire au plan formé par V et B. Donc, A aura les mêmes caractéristiques tout simplement que la force, sauf pour l'intensité, où l'intensité de A, c'est l'intensité de la force divisée par la masse. Donc, si on devait mettre tout simplement le vecteur A, l'orientation du vecteur A, on fera la même chose que ce qu'on a fait tout simplement avec la force F, en utilisant par exemple la règle de la main droite. Alors, une fois qu'on a l'accélération, deuxièmement, on va montrer que tout simplement que le mouvement est un mouvement qui est plan. Un mouvement plan. Alors, nous avons A qui est égal à Q sur M V vectoriel B. Donc ça nous permet de dire que A était perpendiculaire à B. Alors, si comme on l'a dit, B égale BZK, donc ça veut dire que tout simplement A sur l'axe des Z égale à 0.
Parce qu'on avait dit que A était perpendiculaire à B. Si A est perpendiculaire à B, A n'aura pas de composante sur l'axe qui contient B. Donc A sur cet axe va donner 0 parce que A est perpendiculaire à tout simplement cet axe. Un vecteur, quand il est perpendiculaire à un axe, sa projection sur cet axe donne 0. Donc AZ égale 0. Or AZ c'est quoi? AZ c'est D de VZ sur D de T. Donc égale 0, ça veut dire que VZ est une constante. Comme c'est une constante, VZ c'est la même chose que V0Z. Donc VZ donc égale V0Z. Mais V0Z c'était combien? Quand on était entré ici, V0 n'avait pas de composante. V0 était perpendiculaire à B. Donc V0Z égale à 0. Donc on tire directement que VZ finalement égale à 0. Donc suivant l'axe des Z, il n'y a pas de mouvement. L'axe des Z c'était quoi? Si on généralise, l'axe des Z c'est l'axe qui contient B. Donc il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement suivant l'axe contenant B. Donc ça veut dire que le mouvement a lieu. Le mouvement a lieu dans un plan perpendiculaire à B. Donc là, quand on dit que le mouvement a lieu dans un plan, ça veut dire que le mouvement est plan. On a montré que le mouvement est plan. Troisièmement, nous allons montrer que le mouvement est un mouvement qui est uniforme. Mouvement plan, mouvement uniforme. Dire qu'un mouvement est uniforme, ça revient à montrer que sa vitesse est une constante. Alors, si on revient encore en arrière, on avait dit que A égale Q sur M V vectoriel B. Et on avait tiré tout simplement que A était perpendiculaire à la vitesse. La vitesse étant toujours portée par la tangente à la trajectoire, si A est perpendiculaire à V, ça veut dire que A est perpendiculaire à la tangente. A est perpendiculaire à la tangente à la trajectoire. Donc ça veut dire que l'accélération tangentielle est égale à 0. Si l'accélération tangentielle est égale à 0, ça veut dire quoi? Accélération tangentielle qui est égale à d de v sur d de t est égale à 0. On dit tout simplement que la vitesse v est égale à une constante. Donc le mouvement est quoi? Donc le mouvement est un mouvement uniforme. Donc le champ magnétique ne modifie pas la valeur de la vitesse. Donc le mouvement est uniforme. Donc là, on a deux manières de montrer que le mouvement est uniforme. Rappelez-vous que dans la première partie, à partir de l'aspect énergétique, donc à partir de la puissance, on a pu montrer que le mouvement était uniforme. Mais aussi en utilisant l'accélération qui était perpendiculaire à la vitesse, on parvient à montrer que tout simplement que ici le mouvement est un mouvement uniforme. Alors, ce qu'on va faire quatrièmement, on va montrer que ce mouvement-là est un mouvement qui est circulaire. Mouvement circulaire. On revient en arrière, on avait dit toujours que A égale Q sur M V vectoriel B. Ici, entraîne tout simplement que l'accélération tangentielle était égale à 0. Comme l'accélération tangentielle égale à 0, ça veut dire que l'accélération A égale l'accélération normale. Donc, nous avons donc AN égale Q sur M V vectoriel B. Alors, en intensité, on aura AN égale Q sur M V fois B. Normalement, on doit multiplier par le sinus de l'angle entre V et B. Comme V est perpendiculaire à B, on avait dit que V était perpendiculaire à B, donc le sinus va nous donner combien? La valeur absolue du sinus va nous donner 1. Donc, A égale à Q sur M V vectoriel B. Là, on met valeur absolue pour s'assurer tout simplement que la norme elle est négative. On sait que l'accélération normale, c'est quoi? C'est V au carré sur le rayon de courbure égale Q sur M fois V B. À partir de ceci, tout simplement, qu'est-ce qu'on tire? On peut tirer que le rayon de courbure ρ égale à combien? M V carré
rayon de courbure c'est MV carré sur QVB. On simplifie l'un des V. Donc finalement, nous avons tout simplement le rayon de courbure ρ qui est égal à MV sur QB. Alors, on voit que la masse elle est constante. La vitesse, on a déjà montré qu'elle est constante, parce que dans ces situations-là, il faut déjà montrer que la vitesse, le mouvement était uniforme. Ça revenait à montrer que la vitesse elle est constante, avant de pouvoir montrer tout simplement que le rayon de courbure est une constante. Donc la masse est une constante, est une constante ici. Nous avons V qui est constante, on l'a montré. Q est une constante, et on avait dit que le champ magnétique était uniforme, B est égal à une constante. Finalement, on peut dire que le rayon de courbure est égal à une constante. Et si le rayon de courbure est une constante, on peut dire que le mouvement qu'on a est un mouvement circulaire. Donc le mouvement est un mouvement circulaire, de rayon R, tel que R égale MV sur QB. Et là, on retiendra que donc, quand nous avons une particule chargée qui entre dans un champ magnétique avec une vitesse V qui est perpendiculaire à B, tout simplement, cette particule-là aura un mouvement qui est circulaire, uniforme. Et tout simplement, le plan de son mouvement, c'est un plan qui est perpendiculaire à B. Et le rayon de son cercle, R égale à MV sur Q. Donc, on a dit que le mouvement était un mouvement circulaire uniforme. Donc, on peut parler de la vitesse angulaire et éventuellement de la période de rotation. Alors, la vitesse angulaire, oméga, c'est V sur R. Or, nous avons R égale à combien? MV sur QB. Donc ça veut dire que oméga va nous faire combien? Va nous faire, c'est MV sur QB. Donc on va faire V sur R, ça va faire QB sur R. Ça c'est pour la vitesse angulaire. Bon, on peut parler aussi de la période de rotation. La période de rotation, qui est la durée pour effectuer un tour. La période de rotation T, qui est égale à 2pi sur oméga. Donc cette période de rotation T va être égale à combien? 2pi m sur QB. Bon, souvent, une notion qui peut nous intéresser, c'est tout simplement la durée pour effectuer un demi-tour. Donc, T1 demi, donc c'est la moitié de la période. Ça va faire combien? Donc ce sera pi m sur QB. Si vous voulez, vous pouvez parler aussi de la fréquence de rotation. La fréquence de rotation, qui n'est rien d'autre que le nombre de tours effectués par unité de temps. La fréquence de rotation n égale 1 sur t. Donc la fréquence de rotation, ce sera combien? QB sur 2πn. Alors à chaque fois je mets valeur absolue de Q, c'est pour avoir une valeur positive. Parce que n'oubliez pas qu'on peut avoir des particules de charge positive comme on peut avoir des particules de charge négative. Maintenant, par la suite, on va s'intéresser tout simplement aux applications. Grand 3, donc on met application.